Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 6 qui parlait de nos choix de mots. Et pour cette fois, nous avons une invitée un peu spéciale. Et donc du coup, on se retrouve avec Fernanda. Fernanda, qu'est-ce que tu veux nous dire de toi ? Alors quoi dire de plus que la première présentation que tu as pu faire lors de la vidéo, toute première vidéo, peut-être juste rappeler que je suis également dans le soin, je travaille dans le soin, peut-être préciser un peu plus dans le sens où cela fait bien 20 ans que je suis dans le monde du handicap invisible. Ok. Peut-être que tout le monde ne comprend pas ce qu'on peut appeler le handicap invisible. Je sais pas si tu veux nous en dire un peu plus. Oui, globalement, on peut mettre dans ce domaine, dans ce grand sac, toutes les situations de handicap qu'on voit pas d'extérieur, d'où invisible. C'est-à-dire qu'on retire le handicap moteur, on retire tout ce qui vient pénaliser la personne et qui se voit de l'extérieur. Ça veut dire qu'on met dedans, dans ce grand sac, les personnes qui présentent des grandes difficultés sur le plan cognitif, comme des personnes qui souffrent d'une lésion cérébrale, des personnes qui souffrent de maladies dégénératives ou autres. On peut mettre par exemple les personnes qui souffrent d'une sclérose en plaques, les personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer, toutes ces maladies qu'on peut mettre dedans, ou les personnes qui ont été victimes d'accidents de voiture, les personnes qui ont un cancer cérébrale, tumeur cérébrale, qui amènent des difficultés qui se voient pas d'extérieur, mais dès qu'ils vont entreprendre une activité intellectuelle ou autre, une activité quotidienne, ils vont se retrouver en situation de handicap. Est-ce que du coup, par exemple, les personnes présentant un trouble du spectre autistique vont en faire partie ? On peut dire que ça fait partie du handicap invisible, puisque quand on rencontre la personne de l'extérieur, on ne perçoit pas sa difficulté. Mais par exemple, tu parlais des accidentés de la route, on peut voir parfois une grosse cicatrice. Oui, ceux-là ont à la fois... Alors, la cicatrice va permettre de dire, tiens, il y a eu quelque chose, un accident, une opération, une intervention chirurgicale. Ils peuvent également avoir des troubles moteurs. Donc, les accidentés de la route qui ont ce qu'on appelle un traumatisme crânien ont à la fois un trouble moteur et un trouble cognitif. Donc, ils sont à la fois avec un handicap invisible, un qui est visible et un qui est pas visible. Mais on peut avoir une personne accidentée qui est extérieure, même si elle a eu, on va dire, des fractures, des difficultés corporelles, a pu récupérer, peut marcher, se déplacer, sans béquille, sans fauteuil, comme, on va dire, monsieur tout le monde. Et alors que il va se retrouver en situation de handicap lorsqu'il va vouloir entreprendre, je sais pas, une lecture, écrire, remplir des papiers administratifs, ou tout simplement travailler, rester sur une activité. Voilà, des troubles au niveau de l'attention, de la mémoire, qui se voient pas forcément lorsqu'on regarde la personne de l'extérieur. Ouais, on voit qu'il y a eu quelque chose, mais on pressent pas nécessairement les difficultés qu'il y a derrière. Et du coup, la question, c'est pour les personnes présentant une trisomie 21, par exemple. Parce que là, pour le coup, même si tout le monde n'est pas sensible à précisément quels sont les enjeux qu'il y a derrière, la plupart des gens savent quand même qu'il y a une certaine déficience qui l'accompagne. Oui, évidemment, ça se voit un peu plus puisqu'il y a un faciès qui est très, on va dire, représentatif. Reconnaissable, oui, plutôt, de ces personnes. Comme il y a le nom d'une maladie reconnue, on va plus parler d'une personne qui souffre d'une trisomie 21 ou une personne qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. On va plutôt parler comme ça. Parce qu'on peut également mettre dans ce handicap invisible les personnes qui ont une difficulté au niveau d'un sens, les personnes qui sont sourdes ou muettes. Dès qu'elles n'ont pas à parler, ça se voit pas. Donc le handicap invisible, il est très large, très vaste. C'est vraiment... aujourd'hui, au niveau de la société, on a fait beaucoup d'aménagements pour tout ce qui était handicap moteur, avec des rampes, des facilités d'accès, des facilités pour s'asseoir, pour prendre les moyens de transport en commun. Il reste encore beaucoup à faire, parce que c'est pas très accessible.
Et à côté de ça, il y a également des choses pour les malentendants, malvoyants, des gens qui ne peuvent pas parler, ils peuvent communiquer par écrit. Et on commence donc de plus en plus à également, on va dire, les intégrer au niveau de la société en facilitant le quotidien. Et il y a ensuite les autres, ceux qui ont un trouble de la mémoire, un trouble de l'attention, un trouble du raisonnement, de la logique, et qui, de l'extérieur, se voient pas. Ces difficultés, cet handicap vraiment invisible, est peu connu, peu reconnu, et surtout, on a du mal à comprendre. Comment une personne qui va si bien extérieurement peut-elle être en situation de handicap ? Voilà. Ok, donc du coup, ça fait quand même une présentation qui déjà en soi nous permet de réfléchir sur la vision de certaines choses et certaines difficultés qui du coup peuvent être invisibles aux yeux des autres. Je trouve ça déjà vachement intéressant, même si c'est pas le sujet de la journée, quoique, parce que justement, l'air de rien, le thème de la journée c'est le choix des mots, et du coup, voilà, tous les deux on a l'habitude de travailler comme ça, mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, par exemple, on vient pas de parler d'autiste, on n'a pas parlé de trisomique, on a parlé d'une personne qui présente un syndrome, une maladie ou quoi. Et c'est pas rien en fait, ça déjà c'est un choix de mots qui est réfléchi et qui n'est pas fait au hasard. Donc l'air de rien, avec cette présentation, on vient déjà peu à peu à notre sujet. Et je trouve ça déjà pas mal en fait, non ? Oui. C'est toujours important de savoir comment parler d'une personne, comment parler de quelque chose et comment communiquer dans un domaine. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que merci de m'avoir autorisé cet espace, bien que j'interviens de manière indirecte au niveau des vidéos. C'est important pour moi de participer, notamment dans le thème de choix des mots, qui est un thème qui est très important et qui nous rassemble là pour ce podcast. Chouette. Du coup, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur le sens un peu plus large du choix de mots, comme on a pu le faire ici. Peut-être même que ça fera le sujet d'une autre vidéo. Parce que comme on a dit, il y aura d'autres vidéos sur la formulation et le choix des mots. Mais pour le moment, vis-à-vis des tips qui nous intéressent, donc j'ai commencé ma phrase par un « mais », donc je vais la continuer avec « est-ce que tu as su appliquer tous les tips ?» Alors à chaque fois, à tout instant. Toujours. Alors c'est un exercice que j'ai bien, on va dire, fait attention ces derniers temps. Évidemment, puisque je rentre dans la mise en application des tips par rapport à cette vidéo sur les mots. Il y a certains qui sont beaucoup plus simples que d'autres, mais voilà. Celui-ci n'est pas simple. C'est celui-là, voilà. Et c'est pas forcément celui qu'on pense. C'est-à-dire, je pensais que le mot « toujours », qui est quand même dans mon vocabulaire, dans ma façon de communiquer, bien présent. Je vais reformuler, je fais attention quand même, je continue l'exercice. Je pensais que c'était lui qui allait me poser plus de difficultés à reformuler, à retirer, à faire attention à pourquoi ce mot est là. Finalement, c'est pas du tout celui-là, c'est ce mais qui reste, qui est un mais effaceur, qui efface le début de la phrase. Alors, c'est le début de la phrase est plutôt négatif. Peut-être que je peux laisser passer, je laisse sûrement passer, bien que je me suis bien appliquée. Bien que c'est un synonyme, ça. Je me suis bien appliquée à ne pas utiliser de mais. Alors je me dis, mais quand même, c'est quand même un mot de la langue française. Évidemment, dans toutes les excuses pour utiliser les mots. C'est un mot de la langue française. Oui. C'est un mot utile. Oui, dans certaines circonstances qui ont été bien mis en avant dans la vidéo. Cependant, ça m'a amené plein de choses. Le fait que ce ne soit pas le toujours jamais qui ont été ma plus grande difficulté, j'ai pu reformuler. Le fait d'avoir retiré le toujours, retiré le jamais m'a permis de mieux préciser. Préciser au niveau du temps, préciser
quand, préciser à quel moment, et ça permet de mieux quantifier, de se rendre compte, c'est pas à chaque fois. Voilà, c'est pas, non, ça s'est produit, oui, et il y a d'autres moments où ça s'est pas produit, ok, donc voilà, comment je peux formuler, comment je peux être mieux entendue dans ce que je dis, c'est surtout ça. Et ça, finalement, j'aime bien parce que ça m'amène vraiment à prendre mieux conscience des opportunités et des façons de faire. Par exemple, quand je retire le toujours, c'est pas toujours comme ça, non, c'est faux. Quand on regarde bien, quand on reformule, on se rend compte que c'est certaines fois. Mais pourquoi quelquefois ont amené un toujours, c'est peut-être aussi parce que c'est comme ça que j'ai regardé la situation et c'est comme ça que j'ai généralisé. Et donc plutôt avec un négatif, puisque oui, c'est toujours comme ça, donc j'y arriverai pas. Voilà. Donc ça aide à dire, c'est une fausse excuse, hein, à dire ça sert à rien, de toute manière, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors que prendre le temps de retirer ce toujours, prendre le temps de se dire attends, c'est à quel moment, dans quelle situation, ça permet déjà d'ouvrir une porte sur l'avenir et de se dire tiens, je suis en train de trouver une nouvelle solution. Tiens, je suis en train de mettre en place une nouvelle situation pour faire autrement. Ça veut dire que ça ouvre une porte sur des possibilités. Et ça c'est juste incroyable. Et j'aime bien ce que ça donne, j'aime bien ce que ça fait, j'aime bien ce que ça apporte dans la communication. Ça ouvre plein de portes dans la communication, plein de possibilités, plein d'échanges. Ça, j'aime bien. C'est vrai que pour le coup, à la base, les tips de ces vidéos sont plus pour quelque chose de personnel, pour, comme tu dis, soi-même finalement s'ouvrir ces portes de possibilités. En plus de ça, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément mis en avant, mais ça a aussi, donc là c'est un mais qui n'est pas effaceur pour le coup, qui au contraire rajoute quelque chose, et ce mais là on peut le garder. Mais du coup, en plus de ça, ça a un effet positif sur les relations interpersonnelles, comme le disait déjà Romain, et comme tu le soulignes là, et du coup c'est un petit effet entre guillemets qui se coule, que je trouve assez intéressant. Excuse-moi, je t'ai coupé, t'as dit. Ah non, je suis d'accord, ça permet une reformulation qui est quand même la vidéo d'avant, qui est importante. Je pense que les deux se complètent bien. Les deux amènent une facilité dans la communication et amènent déjà une ouverture sur des solutions. Et donc, ouverture sur des réflexions possibles que le cerveau fait de lui-même. J'ai beaucoup aimé ça. C'est très agréable. Voire même, je prends plaisir à reformuler, mais toujours et jamais. J'aime bien. Voire même, je kiffe bien. À côté de ça, le mais reste bien collé. Il reste bien collé. Alors je l'entends de plus en plus quand les autres le disent. Je l'entends. Et voire même, ça attire tellement mon attention auditive que j'ai envie de les souligner tous. C'est affreux dans la discussion des autres. Je ne perçois pas toujours les miens et j'ai demandé à mon environnement, à mon entourage proche de me les souligner, de me les montrer pour bien mettre en place les tips, pour bien m'amener à formuler autrement. Évidemment, à transformer ce mot en phrase. Ce qui n'est pas toujours évident, mais qui permet, mine de rien, à mettre des idées supplémentaires dans la communication, à ouvrir toujours. Ça vraiment, ça ouvre complètement sur l'échange et sur ce qui peut se passer derrière. Car quand on efface, ce qui est effacé n'est plus là, n'est plus entendable et entendu par le cerveau. Et en ne l'effaçant pas, le début de phrase, en le laissant bien présent, le cerveau le prend en compte, bien qu'il va prendre en compte ce qui suit, mais il garde en compte ce qui est déjà dit dans le début de la phrase. Alors que quand on la semait, vraiment, je me suis rendu compte, ça effaçait complètement et ça ne rentrait plus du tout. C'était plus du tout pris en considération dans la réflexion qu'on peut avoir derrière. On restait que sur la partie d'après le mais. Cool. Et du coup, ça, t'as eu un petit peu plus de difficulté à mettre en place. Est-ce que tu saurais dire soit pourquoi, soit
qu'est-ce qui t'aurait manqué pour mieux réussir à le mettre en place? Alors oui, c'est pas un peu, c'est beaucoup. J'ai beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal. Je pensais pas avoir autant de mal pour semer. Voire même, je l'entendais pas dans mon discours. Là, je l'entends de plus en plus. L'idéal serait que chaque fois que jamais j'ai quelque chose, une petite sonnerie, quelqu'un qui vient me tapoter l'épaule en disant reformule, mais encore, retire ce mot surtout, parce qu'on est sur les mots là. Je pense qu'il y en a plein qui me sont passés à côté quand mon environnement, mes proches n'étaient pas là et que j'étais moi en train de réfléchir sur des situations. C'est important de me le souligner, donc avoir peut-être un petit signal associé. Un peu comme on discutait avec Romain, lui quand il le dit, il a comme un grincement qui se fait quelque part. Ouais. Alors je l'ai beaucoup plus quand j'entends dans la phrase des autres. Ça m'attire l'attention. Je prends le tram et j'écoute de plus en plus les discussions des autres et des personnes qui sont là et le mais. Et surtout je vois le mais à quel point il vient effacer le début et la suite de la discussion reste sur ce qu'il y a, le contenu de après ce mais-là. Faites-en l'expérience, c'est impressionnant de se rendre compte qu'en gros, on parle pour effacer. Donc, on retire ce qui est dit. Ouais. C'est vraiment incroyable. Parce que ce qui est amusant, en plus, c'est que ça, pas tous les enfants, mais il y a quand même un certain nombre d'enfants, en fait, qui le comprennent assez tôt. Et quand ils ont une mauvaise nouvelle de l'école à amener à leurs parents, souvent, ils font... j'ai fait une dictée, j'ai eu 2, mais j'ai fait ça à côté, hein, c'était bien. Et ils essayent d'effacer parce qu'ils savent qu'il y a une bêtise. Dans ce cas-là, ça passe moyen parce que, l'air de rien, les parents comprennent un peu l'entourloupe, c'est un peu trop gros. Mais c'est intéressant de regarder ça et d'observer ça parce que justement, quand on était enfant ou quand on veut faire ce genre de choses, bizarrement, on l'a bien en conscience. Et là où c'est, entre guillemets, un peu, pas dangereux, mais problématique, c'est justement quand ça devient tellement naturel qu'on ne prenne plus en conscience, en fait, qu'on ne prend plus en conscience. Et du coup, voilà, le but, c'est de se réouvrir à cette possibilité en prenant conscience, déjà, c'est déjà énorme, en fait. Je suis bien d'accord. Et ce mais ouvre une porte de brouillard, comme je dis. Oui, mais quand même, voilà, les fausses excuses, les excuses qu'on va se donner. Je suis désolé, mais en fait... Oui, j'aurais pu faire... Oui, j'ai pas fait mon sport, mais je me suis couchée tard, j'étais fatiguée. Alors, ce mais, ça vient excuser l'action qu'on n'a pas faite, ou la chose qu'on n'a pas faite, ou ce qu'on a fait, mais pas bien. Alors qu'il suffirait juste de « j'ai pas fait mon sport », d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire mon sport le matin ? Et déjà, la réflexion qu'il y a derrière est complètement différente. Mais après, peut-être je suis un peu biaisée parce que j'ai des outils dans la réflexion et dans déjà des formulations que je prends l'habitude de faire. Comme quoi, malgré ça, j'ai un biais du mais. Et ce biais du mais, qui a fait partie de ma vie de manière, je dirais, quotidienne dans chaque discussion, chaque échange que j'ai pu avoir, aujourd'hui, il est moins présent. Je continue à faire attention parce que ça me va, même si par moments ça fait bizarre de m'être encore fait avoir par ce mais, car il est encore présent. Je dirais pas que je prends autant de plaisir qu'avec le toujours et le jamais dans mes formulations, car c'est un peu coûteux parce qu'il faut que je sois attentive à ce que je dis et comment je le dis et comment je formule les choses. Et puis comme souvent ce mais implique qu'il y a une notion avant et une autre après. Et du coup, il faut bien les avoir en tête pour pouvoir reformuler sans ce mais. Et du coup, c'est vachement plus coûteux en fait que de juste reformuler un petit, entre guillemets, toujours, jamais, à tout le monde, quoi. Oui. C'est pas évident, ouais. Oui. C'est un exercice cognitif qui est assez présent. D'autant plus qu'on l'utilise pour se donner des fausses excuses. Oui. Ça, du coup, on le retire et voilà, on est obligé de dire les choses comme elles sont. Et ça nous retire le brouillard qu'on peut se faire à nous-mêmes, c'est-à-dire le brouillard, les fausses excuses, hein, je reviens dessus, qu'on peut se faire à nous-mêmes. Et du coup, ça entretient une sorte de stagnation. Voilà, oui, mais bon, voilà, on reste dedans, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre. Voilà, on peut pas faire autrement parce que ça s'est produit comme ça. Et donc du coup, ça donne vraiment cette impression que ça nous empêche de penser à quelque chose, j'allais dire un élan,
sait jamais, non? Romain, si tu nous écoutes, ici aussi on parle de On cavotte. pense à toi. Cet élan vers, pas forcément une solution, mais vers une action qui nous amène à faire quelque chose. Une action qui nous amène à être plus en accord avec nous-mêmes et à faire quelque chose pour nous. Aussi être plus honnête avec soi-même Ouais. aussi. Ouais. Et du coup, plus facilement en accord. Je suis en train de penser complètement à autre chose que là, ce podcast. Je suis en train de me demander si, par exemple, les personnes qui commencent à avoir des symptômes dépressifs, est-ce que le nombre de mais dans leur quotidien est plus présent ou pas? Je pense que ça pourrait être amusant de regarder ça, en fait. Je pense pas qu'il y ait des statistiques dessus. Je pense pas qu'elles existent. Il faudra que je regarde. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. À faire attention dans ces cas-là. Quand on voit moins bien nous, déjà à voir est-ce qu'il y a des mais qui apparaissent plus. En tout cas, le mais apparaît et on s'était fait la réflexion dans des situations où on comprend pas. Mais, comme si ce mais venait effacer. Non, c'est pas possible. Mais, voilà. Ouais, on a quelque chose à effacer, mais on sait pas quoi. Si c'est ce qui nous apparaît là tout de suite devant, ou si c'est des connaissances qu'on avait. Mais comme on refuse de réfuter des connaissances qui sont établies dans la tête, il y a un mais qui est là, et on sait pas pourquoi il est là. Mais comment c'est possible? Et finalement, il n'arrive pas à effacer la grandeur du choc, des fois émotionnel, qu'il y a eu avant. Mais le mais arrive. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ce mais est incroyable. Il a une force incroyable, alors que il est tout petit. Et il est dans une phrase sur deux chez bon nombre de personnes. Il est tellement fort. C'est un fourbe. C'est un fourbe. Je suis bien d'accord. En tout cas, je saurais pas dire à quel moment il a fait partie de ma vie. Je pense qu'il m'a toujours accompagnée. Je souligne. Je pense qu'il m'accompagne depuis que je fais des phrases entières. Donc ça remonte quand même à mon enfance. Et j'ai la chance d'avoir une langue maternelle. Et j'ai réfléchi. Est-ce que dans ma langue maternelle, je l'utilise souvent? Eh bien, je me suis rendu compte que non. Ah ouais? Oui, je me suis rendu compte. Est-ce que c'est parce que ça fait très longtemps que je parle pas ma langue maternelle et que quand je parle avec ma langue maternelle, c'est essentiellement avec mes parents ou avec mes sœurs, et je l'ai pas semé car je vais à l'essentiel. Je communique à l'essentiel. C'est que tu cherches à faire des phrases plus simples. Voilà, je pense que c'est ça. C'est un peu comme quand on est dans un pays étranger et qu'on parle anglais, par exemple, qui est pas mon fort. Je tente de faire une phrase pour être comprise. Et je suis pas forcément dans un échange de discussion aussi longue. Et je n'emploie pas ce mais. Je pense que j'ai rarement utilisé le mais dans ma langue maternelle. Du coup, là, c'est vrai que ça serait aussi intéressant de se demander du coup si c'est parce que on a l'habitude aujourd'hui de parler notre langue, qu'on l'utilise comme ça, et que finalement, j'imagine que quand tu penses en français plutôt. Oui. Et du coup, est-ce que c'est parce que maintenant cette langue fait partie de notre pensée, ou est-ce que c'est juste le français qui fait que on a ce mais tout le temps, quoi? En tout cas, je sais que Ça pourrait être intéressant de savoir ça aussi. de l'expérience que j'ai pu avoir, et donc je peux vraiment retirer des souvenirs précis. Je sais que quand je suis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, quand j'étais petite, donc au Portugal, puisque c'est ma langue maternelle, c'est le portugais, je rêvais en portugais, je parlais en portugais dans ma tête, je faisais des phrases en portugais, je communiquais en portugais, mais je n'ai pas cette notion du mais, parce que c'est un mot qui est pas... je me souviens pas l'avoir prononcé tant que ça. Okay. Mais là, du coup, c'est un rapport quand même intéressant, parce que c'est vrai que si on regarde les différentes cultures, nos moyens de penser, de réfléchir et d'être en rapport sont influencés certes par la société qui est autour de cette culture, mais on le sait déjà aussi par les mots. Certaines personnes ont un rapport différent à certains concepts ou certaines idées, voire certains objets, s'ils ont, par exemple, 20 mots pour en parler, alors que si dans une autre langue, ils n'ont qu'un mot pour en parler, le rapport à cette même chose sera bien différent déjà.
Et du coup, oui, si ce mot-là est moins utilisé dans la langue, moins présent dans la langue, ou je ne sais quoi d'autre, peut-être que du coup, il prend moins d'importance, quoi. C'est possible. En tout cas, le toujours, les autres, je le prends. Je le prends dans l'autre. Je l'utilise facilement dans ma langue maternelle, mais le mais, vraiment, celui-là, je l'ai pas. Mais le mais. Et pourtant, il est tellement présent dans mon langage français. C'est incroyable. Alors, des fois, j'utilise dans le soin de manière volontaire, Ouais. pour souligner. Alors, celui-là, je le retire, parce que pour moi, il fait partie de la prise en charge thérapeutique que je propose. En dehors de ces situations-là, j'allais faire un mais, je tente de faire autrement. En dehors de ces situations-là, je me rendais vraiment pas compte que je l'utilisais sans le savoir. Ouais. C'est vraiment impressionnant, quoi. Donc oui, je vais pas aller creuser plus au niveau des langues, mais peut-être il y a quelque chose à aller voir. Est-ce qu'il y a une des langues qui amène plus facilement l'utilisation de ce mot? Ouais. À voir. J'imagine que oui. Oui. Ça serait vraiment intéressant. Ok. Ça me rappelle, pas ça présentement, mais ce que tu as dit un peu plus tôt, qu'il y a certaines situations qui pouvaient arriver quelquefois et que tu l'enregistrais et du coup ça devenait un toujours dans la manière dont tu vas en parler ou quoi. Et ça me fait penser à deux choses. La première, c'est on avait vu un article et une expérience qui était menée, je crois, aux États-Unis, où justement on se rendait compte que, si je me souviens bien, que quand une minorité a un comportement minoritaire, il est beaucoup plus retenu que si une majorité ont un comportement minoritaire. Quand bien même la minorité a un comportement plus minoritaire que la majorité a ce comportement minoritaire. Si on fait un carré, entre guillemets, un cas de case, avec les comportements majoritaires, minoritaires, ou les communautés minoritaires ou majoritaires, on va plus retenir ce qui arrive le moins souvent. Peut-être parce que justement, en fait, c'est quelque chose qui nous sort un petit peu de ce qu'on attend, de ce qu'on pense voir, de nos stéréotypes quelque part un peu, et finalement, comme ça nous sort de ça, on l'enregistre, on le met à part dans notre mémoire, et du coup il est plus présent. Et du coup, deuxième phénomène, c'est que il y a quelque chose aussi à comprendre et que j'ai pas forcément dit dans la vidéo, c'est que quand on va raconter un événement qui nous est arrivé, si j'utilise des mots particuliers pour parler de cet événement, il faut comprendre que du coup mon souvenir va se retrouver modifié par les mots que je choisis d'employer. Peut-être très légèrement, peut-être beaucoup, mais en tout cas il le sera. Et donc, une même histoire, suivant les mots que je vais utiliser pour la raconter, la re-raconter, la sur-raconter, etc., vont influencer mon souvenir qui peut-être, à terme, sera même complètement différent de ce qu'il était à la base. C'est pour ça que parfois, quand on reparle des années et des années après, surtout une histoire qu'on a racontée plein de fois de manière séparée, et que là on se retrouve et on parle de cette histoire, on n'a plus la même version. C'est normal. C'est pas qu'il y en a un qui ment, c'est pas qu'il y en a un qui a des problèmes entre guillemets de mémoire ou quoi. Non, c'est normal, les mots qu'on emploie réencodent notre souvenir. Et du coup, forcément, quand on le raconte, hop, ça revient en mémoire, c'est plus présent. Du coup, ça devient de une fois, ça devient à un peu plus, ou de quelques fois, ça devient à presque toujours. Et le fait de le raconter encore une fois, ça va finir un toujours. Et on l'encode comme ça, quoi. Oui, puisqu'on raconte toujours les mêmes choses sans faire attention à les fois où non. Voilà, ça s'est pas produit. Oui, c'est vrai, ça. Je pense qu'il y a un effet accentuateur. Ouais, je pense que là encore, c'est un biais cognitif, quoi, mais qui est très puissant, et je pense que c'est important d'en avoir conscience quelque part. D'en avoir conscience, mais aussi mais justement, comprendre qu'en faisant attention à nos mots,
on peut faire attention à la façon dont on va réencoder notre histoire. Exemple tout bête, si je prends... hier, en revenant du cabinet, j'ai croisé une petite dame d'un certain âge qui attendait à un passage piéton pour pouvoir passer. Aucune voiture s'arrêtait. Je l'ai pris par le bras, j'ai pris mon temps, je commençais à m'avancer, je fais un stop à la voiture qui arrivait avec ma main, je l'ai aidé à traverser, et puis voilà, je l'ai laissé repartir dans son coin. J'étais content, j'ai fait ma petite BA dans ma journée. Ça, c'est une histoire qu'on peut raconter comme ça. La même histoire. Putain, il y avait une vieille qui arrivait pas à traverser parce qu'il y avait des connards d'automobilistes qui traçaient leur route là. Bon, du coup, elle m'a fait un peu pitié, je l'ai pris par le bras, elle m'a même pas remercié, elle est partie quoi. Ah, c'est la même histoire, mais je la raconte pas de la même manière. Si je la re-raconte un peu plus tard, que je la re-raconte à chaque fois, soit d'une manière, soit de l'autre manière, toute l'émotion et tout l'état interne va finir par être modifié quand je vais en parler, quand je vais me le remémoriser, et du coup probablement que les mots vont encore vouloir exagérer et réencoder, comme tu dis, avec un effet accentuateur à chaque fois. Et dans un cas, cette petite vieille, elle était charmante et je l'ai aidée. Et dans l'autre cas, cette petite vieille, c'était une connasse, mais alors les gens qui étaient autour étaient encore plus cons. Alors que finalement, c'est ni l'un ni l'autre, concrètement, dans l'histoire. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant, et nos choix de mots peuvent aider à ça. Oui. Surtout des mots qu'on va utiliser sans plus s'en rendre compte. Je pense que c'est ceux-là qui sont les plus dangereux. Et tous les mots, du coup, de cette vidéo, les toujours, les jamais, les à chaque fois, on les utilise sans plus du tout réfléchir. On les fait plus du tout attention. Et je pense que là, il y a un piège. Il y a un piège on glisse vers un discours qui peut être néfaste, en tout cas, pour nous. Ouais. Et nous empêcher d'évoluer par rapport à une situation qui est pas confortable, en tout cas pour nous. Et rien que le choix des mots, et si on reprend la vidéo encore d'avant, la reformulation, et puis encore la vidéo d'avant, vraiment si on prend toutes les vidéos et qu'on les met ensemble, on se rend compte que quand on est dans une situation et qu'on n'est pas bien, et que tout notre état interne tire dans le mauvais sens, parce que les émotions plus désagréables sont au premier plan que les émotions agréables, pardon. Donc les émotions désagréables sont là. En mettant en place une reformulation, le choix des mots, un temps pour soi, le soi avec soi-même, qui je suis aujourd'hui, vers quelle personne je tends et je veux être, par cette estime de soi, l'image de soi. En mettant bien en place tout ça, on se rend compte que on peut dépasser une situation, la transformer et ainsi amener à mieux être et à mieux vivre en tout cas. Donc j'ai hâte pour les prochaines vidéos. Tu veux pas refaire la vidéo de présentation de la chaîne en fait? C'est chouette, moi ça me va. Hein. Donc je sais qu'il y a encore plein de choses parce que on va anticiper un peu, mais le sommeil aussi. Avec une bonne hygiène de vie, finalement, en regardant tout ça, en retirant les maladies lourdes, en retirant les pathologies, en retirant vraiment, comme tu dis à chaque fois, on retire vraiment les personnes qui vont mal, qui ont vraiment besoin d'un suivi profond, et bien encadré. Notre quotidien, on peut se le transformer soi-même vers quelque chose d'agréable, quelque chose de plus en accord avec nous-mêmes. On va utiliser le mot plus écologique, avec nous-mêmes. Et être en plus en harmonie avec comment on a envie de vivre et juste en prenant ces petites choses du quotidien et en mettant bien en place notre quotidien. Hygiène de vie, comment je parle de moi, comment je me vois, comment je décide de me voir, en prenant évidemment ses vraies valeurs. Voilà, tout ça c'est hyper important, je trouve. Voilà, j'ai fait un petit lien de toutes ces général avec toute la chaîne. de toutes ces vidéos. Je voulais juste dire, je sais pas si ça là ou plus tard c'est intéressant. Chaque fois ils sont un peu brouillons finalement, mais le podcast, même si à la base il y a une trame à peu près, ça part toujours. Et c'est chouette aussi, je pense.
J'insiste sur le mais, j'insiste sur le toujours et le jamais. Quand j'en parle et quand je propose aux gens de retirer ce mais de la phrase et voir comment on peut faire sans ce mais, on me dit oui mais c'est pareil. Mais c'est pareil, c'est exactement ce que je veux dire. Que je le retire, que je dise le début ou... Eh ben non, la formulation est différente et surtout le cerveau se souvient de ce qui est dit avant. Et ça n'a pas de prix. Ouais, je trouve ça assez marrant au cabinet quand on peut leur dire de faire ça et qu'ils comprennent pas. Ils sont là, ça change rien. Enfin, vraiment, faites-le. Et qu'ils te reviennent 2-3 semaines après, ah bah je l'ai fait, mais ça a rien changé. Hein. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah là, il a pas réagi comme ça. Ah puis lui non plus. Et puis en fait, moi, finalement, je suis dans une meilleure humeur. Ah bah ça a changé tout ça en fait. Ah ouais. Les gens se rendent même pas compte que ça peut changer quelque chose parfois. Et c'est assez drôle quoi. Ouais, il faut vraiment... c'est important de regarder comment les autres réagissent à nos changements. Car il y a forcément un impact. Mais c'est toujours marrant de voir comment ils réagissent et on s'attend pas à certaines réactions, en tout cas. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on a pas mal dit quand on fait ça, quand on fait ça, et puis là je viens de dire on a pas mal dit. Alors que dans la vidéo, on avait aussi parlé de ce on. Et lui aussi, c'est pareil, il tilte pas toujours aux oreilles, quoi. Oui, je suis d'accord. Je pense... voilà, je suis pas forcément revenue dessus parce que je m'exprime régulièrement avec le je pense. Quand je communique à des gens, quand je suis en interaction, en discussion, le on ne faisait pas partie forcément de mon vocabulaire. Alors, il est présent, hein, mais il n'est pas aussi présent que ce jamais, que ce toujours et que ce mais, qui font de moins en moins partie de mon quotidien. Et je dirais pas la même chose pour le mais. Donc oui, ce on qui efface les personnes, qui efface... C'est ça efface la personne qui y a derrière, ou au moins la catégorie de personnes, et qui parfois aussi nous désengage, nous, de ce qu'on est en train de dire. Et parfois ça peut même mener à des incompréhensions. Parfois le on, sans se dire en fait c'est tu. Alors dans ce cas-là, autant dire tu pour que ce soit plus clair. Parfois le on c'est un jeu, mais du coup on a tendance à se dégager, peut-être parce qu'il y a une responsabilité, pourquoi, comment. Encore une fois, ce on peut, un peu comme tu disais, nous servir de brouillard. Il peut servir de brouillard, donc le retirer à cet endroit-là, c'est toujours intéressant pour être plus honnête et plus en accord avec soi-même, et donc plus écologique. Il a aussi une autre fonction, parfois, c'est que... je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Barthes, mais je suis pas sûr du tout. C'était peut-être Jean Genet. Il faut se méfier des notions dont on est familier. Et le problème, c'est que le on, ça a quelque chose de familier pour tous, et on, on connaît, quoi, on sait tout ce qu'il sait, ce on, mais on le dit pas. Et je pense qu'il faut s'en méfier parce que du coup, c'est un flou qui est là et qui nous empêche de penser la chose clairement. Plus on est familier avec une notion, familier sans y avoir réfléchi, j'entends, si on est juste familier avec une notion, finalement, on la connaît pas si bien. On ne la détermine, on ne la définit, on n'en discerne pas aussi bien tous les contours, tous les attraits, tous les apports, toutes les limites, etc. etc. Et je pense que son on est un bon exemple de ça, même si c'est vrai que parmi tous les tips qu'il y avait à mettre en place, c'est peut-être le moins lourd. Pour autant, il a un rôle qui n'est pas à négliger. Oui, je suis d'accord. Il est assez important, surtout quand on veut pas s'impliquer. Voilà. mais oui, c'est on le fera. Oui, pas de problème, on le fera. Non, qui, quand, comment, qui exactement le fera. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais on l'a pas réussi. Qui. Voilà. Est-ce on s'est vraiment adressé? Et je pense que tu as raison, ça permet également de déresponsabiliser la personne. On déresponsabilise les gens en disant, et on se déresponsabilise en disant, oui mais
on le fera. Alors que là, c'est je le ferai ou non, j'ai pas envie de le faire. Lui le fera. Et là, déjà, ça repositionne des choses, ça nous positionne, nous, dans un contexte, dans une action ou une non-action. Et c'est vrai que, des fois, c'est pas facile de prendre comme si on se positionnait pour une décision et il faut être en accord avec ça. Ouais. Et c'est pas facile aujourd'hui, je pense qu'on nous déresponsabilise tellement. Souvent, on entend, oui, mais c'est pas à nous de le faire, c'est à qui? C'est le gouvernement. Qui dans le gouvernement? Quoi? Comment? Et ça tombe bien, aujourd'hui, quand même, on est dans un moment de changement, on va dire, gouvernemental. Donc, savoir qui vraiment a quel rôle, du coup, on mélange tous les rôles, on sait plus. Je pense qu'il y a très peu de Français qui comprennent vraiment comment fonctionne toute la politique, quel est le rôle de chaque personne, de chaque fonction dans la politique. Même moi, j'avoue, je pense que sur certains points, c'est très confus, quoi. Et ouais, mais ça, tu vois, après, c'est peut-être un peu personnel, mais je pense que ça arrange un peu, oui. Bien sûr. Après là, pour y réfléchir plus profondément, ce sera peut-être une autre série qui viendra plus tard. Et à ce moment-là, on pourra parler de 1984, de Aldous Huxley, donc Orwell, comme 1984, avec la novlangue. Voilà, bon. Juste pour en donner un petit exemple et faire un clin d'œil à Franck Lepage, il y a une catégorie de personnes qui représente presque, aux alentours de 1/3 de la population de la France, quand même, c'est énorme, qui pendant un temps avait une certaine dénomination, et on a changé cette dénomination. Et il faut comprendre que ça a changé énormément de choses dans les rapports sociaux entre les différentes classes sociales. En fait, il y a certaines personnes qui étaient dans une situation et qu'on appelait les exploités. Personnes, en général, les personnes ouvrières. On les appelait les exploités. Ils travaillaient pour quelqu'un, ils travaillaient beaucoup, ils n'étaient pas payés à hauteur de leur travail, et quelque part, avec ce mot-là en tout cas, en les appelant comme ça, c'est ce qu'on pouvait voir et imaginer de la situation. Et si eux sont des exploités, qu'on le veuille ou non, s'allume dans notre cerveau l'image de quelqu'un qui les exploite, d'une entité qui les exploite. Il est où ce connard que je lui casse la gueule? Qu'on le veuille ou non, quelque part il y a ce sentiment-là qui vient, plus ou moins. Du coup, ça fait qu'entre guillemets, une classe moyenne aura tendance à se ranger sur cette classe-là et aux côtés de cette classe-là qui sont les exploités. Et peu à peu, par des différents biais, on a choisi de les appeler des défavorisés. Les mêmes personnes qui sont dans la même situation sont devenues des défavorisés. Ils n'ont juste pas de chance. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, ce lien qu'il pouvait y avoir entre une moyenne et une basse classe vient d'être rompu. Oui. Donc voilà, ça c'est un exemple. Attention, je suis pas en train de dire là, on est tous manipulés, gna 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 gna, c'est pas un espèce de truc comme ça. C'est juste comprendre certaines choses qui peuvent être complètement modifiées et voir comment ça peut avoir un impact de masse monstrueux juste en changeant un mot, un simple mot. Dans ton exemple, on passe d'une personne qui sont dans une situation parce qu'il y a des responsables de cette situation, à des personnes le même groupe bascule à un groupe de personnes qui sont dans une situation, on peut rien, comme tu dis, on peut rien faire pour eux. Il n'y a pas de responsable, c'est comme ça. Ouais. Donc, c'est normal qu'on mette rien en place pour eux. Ça sent le on là-dedans, le passage de on, c'est le gouvernement. Ouais, encore une fois. Mais on va rester vague. Ça, c'est qui, ça? Mais voilà, ça peut nous faire nous rendre compte finalement de l'importance des mots, mais concrètement,
c'est pas forcément directement le sujet de ce podcast-là qui reste sur une écologie personnelle. Pour autant, je pense qu'il reste important aussi, justement, de regarder quand on nous parle à travers les différents médias, donc oui, quand le gouvernement nous parle, mais aussi quand une pub va nous parler, quand un cours va nous être donné, quand quelque information qu'elle soit, quelle que soit, même sur les trucs de divertissement, je pense que parfois ça peut être intéressant, pas non plus à se prendre la tête dessus, mais qu'il y ait quelques mots comme ça qui viennent nous tiquer à la tête et se dire « Ah ouais, mais alors, s'il utilise ce mot, il y a quoi derrière en fait ?» Parce que là, moi, ça me paraît pas être ça vraiment. Plutôt que de juste le prendre. Et se poser la question de certains mots, du coup, nous permet de nous-mêmes, finalement, nous replacer en accord avec nous-mêmes. Parce que si on ne choisit pas de choisir ces mots, on prend les mots qu'on entend, et du coup on ne choisit pas comment on se représente le monde. Alors que si, quand l'information nous vient, on réfléchit à comment le formuler avec nos mots, et est-ce que ça nous va mieux, est-ce que ça nous va moins bien, comment mieux le formuler pour que ça nous aille, on peut commencer à reconstruire le monde, ou notre monde, comme on choisit de le voir et de le vivre. Et pour revenir sur Derren Brown, ça fait un moment que j'en ai pas parlé quand même. Dans ce spectacle, il le dit souvent, mais c'est pas le seul, il y a beaucoup de thérapeutes qui le disent. Notre histoire, finalement, n'est que l'histoire qu'on se raconte. L'important, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, mais l'histoire qu'on se raconte de ce qui nous est arrivé. Ouais, de ce qu'on en dit, de ce qu'on s'en dit. Ouais. Je suis bien d'accord. Et ben là, c'est exactement pareil quand on nous raconte une histoire, finalement. Ouais. C'est une belle phrase. Voilà, parce que l'écologie personnelle, c'est certes faire attention à ce qui émane de soi, de comment on se parle à soi-même, mais aussi quand on reçoit une information, elle a forcément un impact sur nous, et donc choisir quel impact on veut bien lui donner ou non, ça fait partie de l'écologie personnelle aussi. Donc c'est pour ça que je voulais quand même venir un petit peu sur ce point-là quand même, que finalement c'est toi qui l'as introduit en fait. Merci. Finalement tu vas prendre ma place, hein, je pense qu'on va échanger. Bon, moi je suis bien en voix off. Ok. Je pense qu'on a fait déjà un beau tour. Est-ce que tu aurais des questions, même si j'imagine que ce sera plus des petits apports, des petites réflexions en plus? Non. Ouais. J'ai pas d'autres expériences à partager. Ok. Je pense souvent on fait un petit mot sur le aller plus loin, et je pense que là ça pourrait être intéressant de l'appliquer aussi au superlatif, à tous les mots qu'on va employer qui sont soit fatals, j'allais dire fataux, qui soient fatals ou qui soient plus quoi. C'est vraiment le pire. Ah bon, vraiment? T'es sûr que c'est vraiment le pire? Non, parce que moi je suis pas sûr en fait. C'est vraiment le meilleur. Ah bon, ça veut dire quoi le meilleur? À un instant donné? Ou parce que dès qu'il va se tromper, est-ce que ce sera toujours le meilleur? Ou enfin voilà, ce genre de mots, je pense que ça peut être aussi intéressant, au moins de réfléchir dessus, quoi. Oui, et puis on se rend compte qu'ils sont intéressants parce que lorsqu'on dit le pire de quoi? Oui. Et quand il faut justement développer, c'est là où on se rend compte que ça pêche. Et quand ça pêche, c'est que petite lumière qui s'allume dans la tête, c'est que peut-être qu'il y a un abus de langage. Brouillard. Un brouillard. Pourquoi? Pour appuyer, pour communiquer quelque chose en tout cas. Mais quoi? Ok, ben, je pense que du coup on a fait quand même un joli tour. J'ai pas eu plus de questions que ça, puisque c'était à peu près les mêmes que pour la vidéo précédente. Oui. T'es ok? Oui, ben moi je suis ok, même si je pourrais continuer à discuter des heures et des heures. Oui, moi aussi je pense, c'est toujours intéressant et amusant. Alors, en tout cas, merci de m'avoir permise de participer à ces podcasts. Merci à toi pour l'apport que tu nous apportes pour le coup. Je pense que je reviendrai. Avec plaisir. Bon, bah comme d'habitude, le mot de la fin. Bye bye.
Ouais, d'accord, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que... ça sera plutôt une phrase de la fin, qui est écoutez-vous parler. Okay. Je pense que rien que le fait de s'écouter, parler de ce qu'on veut dire, nous amènera à bien parler, choisir les mots, formuler, mais bien choisir les mots. C'est vrai que souvent on parle juste pour que ça aille dans un sens vers l'autre à qui on parle. Mais on ne prend pas soin de, quelque part, s'écouter parler comme si on pouvait aussi se parler à soi. Oui. On prend le temps d'écouter des formulations des autres, mais voilà. On prend ce temps de s'écouter parler. Voilà. Joli mot de la fin, même si c'est pas un mot. Merci. Allez, tchou! Ciao!